Bien, d'accord. On fera une pista. D'accord. Antoine, ou Antoine, si vous voulez, d'accord. Oui. Vous savez nager? Oui. Merci. Vous avez appris comment? Tout seul. Oui, non, mais ça ne me dit pas comment. Parce qu'il y a deux façons. Ou bien vous envoyez un copain à la piscine, et vous lui dites, tu me passeras tes notes. Alors, après, chez vous, vous relisez les notes. Alors, attendez, le bras droit, je fais ça. Bras gauche, je fais ça. Sur un tabouret, ça va dans la cuisine, d'accord? Bon, c'est pas comme ça que vous avez fait. Non, d'accord. Mon cours, c'est pareil, ok? Bon, alors vous ne demandez pas les notes à un copain. Sinon, à l'examen, vous aurez 1 sur 20, d'accord? Donc, c'est une certaine pratique, hein, comme plouf, hein, on jette Antoine dans l'eau. Vous avez compris? Bien. Bon, c'est exactement la même chose, bien sûr, hein, voilà. Bon, la mauvaise nouvelle, il y aura du travail à la maison toutes les semaines, pratiquement. Presque. Bon, un texte à lire, hein. Antoine, à lire combien de fois? Autant qu'il le faudra. D'accord, bien entendu. Voilà, ok. Bon. Bien, je vais vous donner dans du cours. Ça ne vous dérange pas. Vous faites une petite fiche, ça vous ennuie pas? Le minimum vital, hein, d'accord? Tu auras une famille aussi. Alors, si vous avez fait le même format, ce serait bien. Il y a toujours des vicieux qui me donnent des fiches énormes. Enfin, j'ai toujours trop petites pour faire. Ouais. À la limite, Ouais, vous la vas-y, coupez. vas-y. À la limite, vous la coupez en trois. Non, attendez, non. Une seule fiche pour 3, ça suffira. Allez, faites circuler. Oui. Voilà, ok. Nom, prénom, votre mail. Et par curiosité, car je suis curieux comme les vieilles filles, vous faites quoi comme mémoire? Je vais demander à Antoine qui pour l'instant n'est pas occupé. Vous avez déjà trouvé, vous avez commencé à mémoire? Bien sûr. Faites sur quoi? Sur Churchill et Mussolini. Pourquoi vous m'intriguez ça? Les correspondances en France pendant la guerre. Ah, j'aime bien Churchill. D'accord, ok. C'est bien Churchill qui décrivait notre cours. La sueur du sang et des larmes. Oui, blood, sweat and tears, hein, Oh, c'est merde. ça, voilà, ok, bon, non, il n'y aura pas du sang, pas méchant, d'accord, hein, ni de larmes, mais de la sueur, oui, ok. Antoine, vous faites sur quoi? Je fais sur le rôle de la musique et de la chanson irlandaise dans la formation d'identité de la nation. Voilà. A Nation Once Again. Il y a de ça, voilà. D'accord, oui. C'est même carrément l'une Oui. des chansons que j'utilise le plus. Je préfère des whisky de jar, je sais plus quoi, donc, d'accord. Ou a pub with no beer, je sais plus Pub quoi. with no beer. C'est ça, oui, ça, d'accord, pas façon. On D'accord. va faire oui. une petite écoute à la fin de chaque cours si vous voulez. D'accord, ok, c'est bien, d'accord. Adrien, c'est sur quoi? Je suis sur le doublage des séries américaines en France depuis 86. D'accord, ok. C'est linguistique ou c'est. Oui, Je pense que plutôt linguistique. D'accord. Mais il doit y avoir une dimension culturelle, parce que je suppose qu'il faut adapter, non? D'accord, oui, ok, non, ça fait ça. Ok. Bon, vous aurez fini. Ça me concerne pas, je sais pas. Mais bon, vous aurez fini à la fin de l'année. Je pense, ouais. D'accord, non, vous comptez passer en M2? Ouais. Non, d'accord. Enfin, je sais pas encore, je pense. Ok, d'accord, ok. Vraiment, mais... Bon. Et les autres, non? Oui, d'accord, ok. Donc, hein. Non, parce que comme. Pourquoi? Toi, tu passes en M2? Bah oui, tant qu'à faire. Oui, donc, moi je suis pas contre, hein, d'accord. Bon, faites un minimum quand même à l'examen, ça correspond au cours de toute façon, donc. Hein. Non, je vous disais, bon, si après M2 vous continuez, il y a des tas d'allocations de recherche, si vous voulez faire une thèse, bon, c'est un bon salaire en fait, hein, de toute façon pour 3 ans, hein, ce qui est intéressant. Vous pouvez préparer l'agrégation aussi, parce qu'on a une nouvelle préparation, hein, c'est beaucoup mieux que le CAPES, hein, donc. Ok. J'y ai réfléchi, mais il y a de la linguistique. Je peux pas. Bon, ok. Je peux pas. Je voulais parler de linguistique aujourd'hui, ça tombe mal. Bon, bah... Et comme j'y connais rien, je comptais sur vous. Bon après-midi alors. Hein. Bon, allez, le cours, pardon, excusez-moi. Non, c'est facile, merci. On a une semaine de retard. Hein. Donc vous faites glisser, vous avez compris, vous décalez. Bon, ah oui, il y aura des... Non, c'est pas très grave, vous avez noté. Bon, alors, je comptais aller de la forme vers le sens, c'est toujours la meilleure façon de faire, bien entendu. Hein. Vous avez compris qu'on partait toujours de textes, etc. Donc on va partir aujourd'hui, on a beaucoup de temps, d'énoncer, bien entendu, d'accord. Et je voulais parler un peu de rhétorique, hein. Voilà.
Donc, bon, vous connaissez la rhétorique. Oui, ça va aller vite, vous connaissez. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, on considérait que c'est une décoration dans le temps, ça fait joli, hein, d'accord. Non, c'est pas une décoration, il paraîtrait que c'est la façon dont le cerveau fonctionne. Il y a des tas de choses qu'on ne peut dire qu'avec des figures de rhétorique, qu'on ne peut penser qu'avec des figures de rhétorique. Hein. Donc, bon, en particulier tout ce qui n'est pas objectif. Et ça veut dire, à mon avis, pratiquement 95% de ce qui se passe dans notre cerveau. Bon, du genre, mon cousin mesure 1m75, c'est objectif. Ok. Bon, il est grand, ça devient un peu plus subjectif. Il est beau, non, etc. Bon, ok. Donc, vous voyez, donc c'est tout le problème. Hein. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont le cerveau fonctionne, dont on crée du sens, dont le sens a des implications. On est bien d'accord? Oui. Bon, on va partir du b.a.-ba de la linguistique que vous connaissez. Je pense que j'ai déjà dû vous faire ça peut-être en licence, je pense. Donc on va passer très très vite, c'est notre point de départ. J'avais trouvé 3 exemples. Vous notez que j'ai pas de tableau? D'accord, ok. Exemple numéro 1, Pierre-André est un ventre. Vous notez ça? Non? Ah bon. Vous connaissez l'expression? Ce type-là est un ventre. Ah oui. Vous êtes français? Bon, d'accord. L'autre, Antoine, ça veut dire? Si. Je pense qu'à manger, quoi. D'accord, non, mais c'est un véritable ventre. Ah non, enfin, moi je dis ventre à pattes. Je connaissais pas ça. Non, mais ça veut dire que là. C'est ton côté italien, ça. Oui, Ventre voilà. à pattes. Oui. Ah oui, ah oui, les pâtes qu'on mange. Pasta. Ah, vous connaissez pas, d'accord. Oui, enfin, bon, ça revient au même. Ah, mais c'est intéressant, on verra après votre exemple. Je vais le noter. D'accord. Non, ça veut dire qu'il y a les livres, ça l'intéresse pas, les filles, ça l'intéresse pas. Ce qui intéresse, c'est les frites au resto nu, quoi. Ou les pâtes. Ok, bien. Numéro 2. Pierre Hubert est une bonne fourchette. Vous avez une variante? Non. D'accord, mais je préfère bonne fourchette. Pour des raisons évidentes, parce que c'est une figure de rhétorique. Ok? Et numéro 3, mon beau-frère est un porc. P-O-R-C. Bon, maintenant que j'ai assez travaillé, je me repose. Je vous écoute. Je vais dire sur les faits qu'on se... Bah, qu'est-ce qu'on en tire? Boîte à outils. On part d'un imagé, mais qui a quand même un rapport avec le sens, à quelque chose qui en est du très sens très dans les éloigné. 3, non, quand même, je pense. Hein, oui. Oui, bien D'accord, sûr. ok. Mais je veux dire, bon, c'est un ventre, bon, d'accord, le ventre c'est tout à fait associé à l'idée de manger. La fourchette, c'est un instrument externe. Oui, les exemples mais sont pris un peu au hasard, ok, mais j'aurais pu prendre un autre exemple, d'accord. Non, Faire. oubliez la dimension nourriture, hein. On veut un truc plus abstrait. Oula. Bon. Du point de vue du sens, hein, de toute façon. Je pense qu'on est bien d'accord, ce sont 3 façons de décrire une personne. Bon, et c'est la meilleure façon de les décrire parce que j'ai pas trouvé d'autres mots pour décrire mon beau-frère. Vous connaissez mon beau-frère? Vous connaissez pas mon beau-frère? D'accord. J'ai pas trouvé d'autres mots que dire que c'est un porc. C'est vraiment... ok. Y a que c'est le seul mot. Okay. Bon. Bon, ok. Alors, quelle différence entre les 3? Non, pas du côté nourriture. Hein. Oui, non. Il y en a une qui est plus familière que d'autres, quand même. Oui, je pensais pas à ça. Je pensais à un truc plus logique, en fait. Hein. Donc, hein. En fait, le type d'objet, ventre, fourchette et porc. Le titre de objet. Ce sont des métaphores. Non, il y en a une seule. Sur les 3. Oui, Bon, ça c'est l'outil qu'on fait, d'accord? Voilà. Ok. Je préférais que vous m'expliquiez à moi comment on fabrique l'outil. Mais allez-y, si vous voulez.
D'accord. J'ai jamais observé. C'est laquelle la métaphore? Le porc. Le porc, ok. Oui. Pourquoi c'est une métaphore? Pourquoi c'est les autres, c'est pas des métaphores? Bah oui. Parce que clairement, votre beau-frère n'a pas de cerveau. Et. Pardon. Ah oui, d'accord. Oui, oui, ok. D'accord. Ça fait partie du fonctionnement. C'est un porc et c'est pas un porc. On est bien d'accord, c'est pas un porc, c'est un être humain. Mais en même temps, dans ma tête, pour moi, c'est un porc. Je trouve pas d'autre mot. Ok. Donc c'est un porc et c'est pas un porc. Ok. Ouais. Vas-y. Mais les autres, alors. Bah, vous qui aimez les mots savants, c'est quoi les autres? J'aime pas les mots savants. Euh, C'est du grec. Ouais. Je trouve pas. Je pense qu'il y a une métonymie dans Oui. les deux, mais j'arrive plus à retrouver laquelle. Alors, la Je pense que c'est le métonymie, ventre. je me souviens plus de l'exemple, excusez-moi, c'est la numéro 2. D'accord. Mais c'est pas très grave. Ok. Moi, vous savez, moi, les mots de plus de syllabes, ça me fait peur. Je préfère qu'on m'explique le mode d'emploi, mais c'est pas grave, ça. Oui. Bon, c'est quoi la différence entre une métonymie et une métaphore? Allez, peut-être. On qualifie quelqu'un par son comportement. Non, regardez les exemples. Ok. Non, c'est par type d'objet. Fourchette, ventre et porc. Les rapports entre la personne et puis fourchette, ventre ou porc. Non, c'est ça. Antoine, je vois vous brûler. On peut être timide au cours, on dit des bêtises, mais on ne vous reprochera pas. Hein. Ah bon. Bon, alors. Rien. Bon, alors on revient à Antoine. Allez, bon. Bah, la différence entre la métonymie et la métaphore, dites-moi. Les rapports entre, je ne sais plus comment il s'appelle, Pierre Hubert et la fourchette, et mon beau-frère et le porc. C'est pas le même type de rapport. C'est un problème de rapport. Le cerveau, ça fait toujours des rapports, des relations. Hein. Comme en mathématiques, vous savez, des équations. Vous aimez les mathématiques? C'est encore plus drôle que la linguistique. Allez, Antoine. Sauf qu'on le qualifie Pierre Hubert avec un instrument avec lequel on le voit très souvent. Oui, bah voilà, vous faites le cours à ma place. C'est très bien. C'est exactement ce qu'il y a dans le Petit Larousse. Je vous assure, je ne me moque pas de vous. Hein. Bon, alors, tant qu'on y est, parce que c'est le premier exemple le plus simple. Allez. On qualifie, je ne sais plus comment il s'appelle. Pierre-André. Pierre-André, oui. Avec quoi? Une partie précise de son anatomie. Oui, ok. Ça s'appelle une synecdoque, hein, si vous voulez savoir. S-Y-N-E-C-D-O-Q-E. Les noms ne sont pas très importants, hein, c'est le mécanisme. La logique est plus intéressante en fait. Alors, bon, il y a eu au cours du XXe siècle des tentatives de simplification du système. Il y en a une qui est très connue, c'est celle de Jacobson, Roman Jacobson. Donc, il a fait une étude sur l'aphasie. L'aphasie, c'est une maladie, c'est les gens qui perdent le langage. Donc, c'est pas la peine de dire ça. Donc, mais il semblerait qu'il ait, ce que disent savoir les médecins, il y a deux types d'aphasie et seulement deux, d'accord. Et dans une des types d'aphasie, on n'aura pas le temps. Donc, mais il y a un article très célèbre. Hein. Donc, les gens perdent le fonctionnement des deux premiers. Et dans l'autre type d'aphasie, les gens perdent le fonctionnement de la métaphore. Donc, alors, Jacobson propose de dire qu'il y a deux types de figures essentielles dans la tête. On oublie l'aphasie, hein, d'accord. Métaphore, et l'autre qu'il appelle métonymie pour simplifier. Donc, on oublie le mot, d'accord. Donc, 1 et 2, c'est pareil, c'est le même fonctionnement. Alors, on reprend calmement, d'accord. Alors, la métonymie, c'est-à-dire un des deux premiers exemples, la personne est définie par une partie, un objet partiel. D'accord. Alors, dire que le premier c'est un ventre, on est bien d'accord, le ventre c'est une partie. Bien. Et dans son cas, en fait, la partie ça représente le tout.
Parce que le reste du corps, ça compte pas. Bien. La fourchette, alors à l'époque on disait que c'était un problème de contiguïté. C'est encore un mot savant. Ça veut dire qu'il est il est généralement associé à la fourchette en fait. Hein. Alors si vous pensez à autre chose qu'à la nourriture, vous avez un autre exemple qui est courant de jupon. Bon, il est évident que c'est pas le jupon qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dedans, d'accord. Donc, mais le jupon est associé non pas à lui, mais à la jeune fille. D'accord. Excusez-moi. Donc, le bonhomme est un tout. Il y aura une grosse pomme de terre, si vous voulez, sur votre ceux qui écrivent à la main, d'accord, est défini par un objet partiel, soit une partie de son corps, soit un objet qui est habituellement associé à lui, la fourchette. C'est du domaine du symbolique, vous avez compris. D'accord, bien. Deuxièmement, la métaphore, le bonhomme est comparé à un autre tout. Le porc, c'est un tout. Prenez le porc en entier, hein. Pas une partie du porc. D'accord. Ça va jusque-là? Bien. Il y a un autre point, comme on est un peu pressé, je le fais moi-même. Dans les deux premiers cas, le lien est réel. Le lien est dans la réalité. Ça veut dire que Pierre-André, vous l'avez dit tout à l'heure, je sers à rien, moi. Bon. Pierre-André a un ventre, on est bien d'accord que le lien entre le ventre et Pierre-André, il est réel. Ok, bien. La fourchette, bon, c'est une fourchette symbolique, mais c'est vrai que vous constatez que l'objet est généralement associé dans la réalité à une fourchette. Ok, bien. Par contre, dans la métaphore, le porc, hein, d'accord, le lien n'est pas réel. C'est vous, dans votre tête, qui établissez un lien entre le beau-frère et le porc. C'est pas dans la réalité, en fait. Hein. Ça va jusque-là? Donc, vous bornez, si vous voulez, à constater. Bien, ça c'est le point numéro 1. Si tout le monde a suivi, on passe au point numéro 2. D'accord. Hein. Bon, alors ça a été réutilisé par la psychanalyse, en fait. Hein. Pas par Freud, qui voyait ça en termes plutôt économiques, et des pulsions, des machins, c'est comme des liquides, en fait. D'accord. Bon, mais par des réinterprétations plus récentes, je pense en particulier à un psychanalyste dont on va reparler, un français, Jacques Lacan, vous connaissez un petit peu, d'accord, qui a tout réinterprété. Je suis désolé Antoine, en termes linguistiques. D'accord. Donc la conscience, ça fonctionne comme la linguistique, et non pas comme des liquides ou des machins. Ça c'était des métaphores qu'utilisait Freud. Lacan va utiliser, lui, ce sont des métaphores linguistiques en fait. Voilà. Donc, alors, Lacan dit, excusez-moi, Freud dit que dans l'inconscient, il y a deux opérations. La condensation et le déplacement. On va expliquer ça. Peu de patience. Condensation et déplacement. Et Lacan a fait remarquer en fait que la condensation, c'est comme la métaphore exactement. Le déplacement, c'est comme la métonymie. Ça va jusque là? Bien. Alors pourquoi? Alors, on va prendre deux exemples encore. Allez. On aurait pu commencer par les exemples, c'est beaucoup plus intéressant, mais enfin bon, c'est ce qu'on fera pour les autres. Voilà, je peux travailler davantage. Bon, prenons le cas de l'étudiant moyen. Vous connaissez? Oui. Bon, alors, l'étudiant moyen, la plupart du temps, est petit ami. Bien. L'étudiant moyen étant un homme, c'est-à-dire un cochon, il ne peut pas s'empêcher de penser aux autres filles, même s'il a une petite amie régulière. D'accord. Bon. Mais il évite d'en parler à sa petite amie. C'est-à-dire que, par exemple, il a marqué une autre qui le fait fantasmer. Voilà. Donc, c'est à ce niveau-là que l'étudiant moyen a besoin de la métaphore et de la métonymie, de la condensation et le déplacement. Voilà. On prend des exemples simples un peu, d'accord, caricaturaux. Bon, alors, première possibilité, il n'arrête pas de penser à une actrice qu'on voit régulièrement à la télé. Désolé, j'ai pas la télé. Je trouverai un nom propre, ok, qui a une vague ressemblance avec la fille qui l'a repéré, qui s'est fantasmée. D'accord, ok. Donc ça c'est une condensation, parce que dans sa tête, il condense deux images.
l'actrice qui est à la télé et la fille qui voit de loin et qui le fait fantasmer. Et donc il ne peut pas parler à sa fille. D'accord. Donc c'est une métaphore dans la mesure où la fille exprime, excusez-moi, où l'actrice exprime la fille qu'il a vue je sais pas où. D'accord. Donc exactement comme la fille correspondrait à mon beau-frère et l'actrice correspondrait au porc. Ça va? Ok. Alors pour pas, il parle de l'actrice qui est relativement innocente, tout le monde peut en parler. Il ne parle pas de la fille. Donc ça lui permet de penser à la fille en parlant de l'actrice. Ça va? Vous avez suivi? Oui, bon, si on peut dire. Bien. Ah, l'autre, vous avez dit. D'accord, bien. Une autre façon de ne pas parler de la fille, mais d'y penser, bien entendu, il pense qu'à ça, d'accord, c'est, il voit des images de rues, des rues désertes, des rues avec des gens, des rues, etc. Streets, oui, enfin, ok, oui. Quel est le plus pervers de vous trois? Adrien. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'il voit des images de rue? Ça, c'est l'humour de Monsieur Thomière, donc faut pas chercher trop loin. Faut trouver un truc très mauvais. Je peux le faire à ta place. Si Oui, tu veux. alors. Bah, cette idée de passage. Non, ça c'est encore de la métaphore. D'accord. Vous trouvez de la métonymie, c'est un petit détail. Ah ouais, C'est bah au niveau non, du alors. détail Voilà. partiel. Parce que là, avec l'actrice est un tout. La fille est un tout, donc il est d'accord. Mais c'est pas un tout cette fois-ci. D'accord, bien. Non, bah en fait, derrière toi. C'est une question de ventre. Où est-ce qu'il a vu la fille en question pour la première fois, la fille qui fait fantasmer? Dans la rue, par exemple. Non. Bah non, faut pas que ce soit là. Aux rues. Reste aux rues. C'est l'étudiant. Voilà, noté. alors évidemment, oui, ok. Ah bah oui, non, mais ça joue sur le son. D'accord? Rue, ok. Donc c'est une façon détournée, bien entendu, donc c'est le lieu où il l'a vu pour la première fois. C'est un déplacement. Donc il ne condense pas, hein, il déplace sur un autre objet qui est lié indirectement. Donc déplacement, c'est déplacement sur un autre objet. On prend objet au sens large, hein, d'accord? Le rue est un objet. Donc déplacement sur un autre objet qui est lié indirectement. Ok, bon. Alors, même chose, hein, le lien entre la fille, je vais dire, et la rue. Non, le rue est réel. Il a vraiment vu de loin à 5 tables, il était assis aux rues, d'accord. Par contre, le lien entre la fille en question et l'actrice qu'on voit à la télé n'est pas réel. C'est uniquement dans la tête du garçon, bien sûr, en fait, d'accord. Donc, on retrouve une des caractéristiques essentielles de la métaphore et la métonymie. D'accord, bien. Bon, il y a un troisième point. C'est là que je voulais en venir. Non. Alors, troisième point. Il y a un type, un Belge, qui est... Non, c'est pas le numéro belge. Ah. Qui est parti aux États-Unis. Et qui a développé une théorie de la métaphore et de la métonymie, d'opposition entre métaphore et métonymie, qui moi me paraît intéressante en fait. D'accord. Alors, il dit que les métaphores, c'est artificiel. Ça, on l'a vu. Hein. Alors que la métonymie, ça part d'un lien réel. Le lien entre le bonhomme et son corps, ou le lien entre l'étudiant et le rue, le reste lui, en fait. D'accord. Bon. Donc, c'est pour ça que dans la mauvaise poésie romantique, en particulier, on trouve plein de métaphores. Et c'est très dangereux, les métaphores, justement. Donc, on va commencer par, effectivement, des trucs du genre, ma bien-aimée est une rose, ou un ange. Une rose, c'est intéressant, les roses. C'est quoi une rose? Un truc plein d'épines. J'allais vous le dire, oui, mais si vous commencez à parler des épines, ça devient une métonymie, justement, voilà. Mais on voit pas les épines lorsque vous dites que la... Bon, tout au moins, on les verra après, au bout de 20 ans de mariage, hein. D'accord, bon.
Mais pour le moment, vous voyez que la rose, encore, vous voyez même pas une rose, hein, c'est un mot, d'accord, hein. Oui. Donc, non, mais il dit que la métaphore a généralement quelque chose de magique. Et c'est complètement coupé du réel, en fait, hein, d'accord. C'est ce qui permet à toute cette poésie romantique de dire que la nature est complice de vos sentiments, que bien si l'être vous manque et que tout est dépeuplé, vous êtes triste, la nature est triste, vous êtes gai, la nature. Vous imaginez vraiment que si vous êtes triste, la nature va être triste? Soyons réalistes. Bon, d'accord. Bref. Donc, il faut se méfier de la métaphore, en fait. Donc, Paul demande, ça s'écrit, excusez-moi, 2 comme la particule, man, M-A-N, en 2 mots. Oui, donc, en fait, la métonymie, par contre, c'est réel. Ça renvoie à des liens réels, comme on a vu tout à l'heure, en fait. Bon, alors, ce qui est intéressant, justement, chez Paul Demant, c'est qu'il dit que lorsque vous avez des métaphores, si vous grattez un petit peu la surface, derrière, vous trouvez des métonymies. Alors, pour construire la métaphore dans votre tête, vous avez dû partir de métonymies. Alors, on va trouver des exemples après, c'est plus parlant avec des exemples, effectivement, d'accord. Donc, sauf que quand vous parlez métaphore, vous avez choisi de vous couper du réel. Alors que la métonymie vous renvoie à la réalité. La réalité étant les épines, par exemple, c'est jamais très beau. La réalité, on est bien d'accord. Il vaut mieux rêver, hein. Bien sûr. Ok. Aux actrices. Ouais. Bref. Alors, il a commencé sa carrière après, dans les années 50, à peu près. À l'époque, Jean-Paul Sartre était très à la mode, en fait. Hein. Donc, vous connaissez ça? Vous ne connaissez pas, c'est pas grave, d'accord. Donc, il dit, il y avait une formule très célèbre de Jean-Paul Sartre, il dit l'existence précède l'essence. Oui, l'essence, en un seul mot, c'est le sens, hein, d'accord. Ça vient du grec esse qui veut dire être, hein, donc l'essence, c'est le sens profond de tel ou tel objet, ou de telle personne, une personne a une essence, en fait. D'accord. Donc ça suppose qu'un objet a un sens, en fait, d'accord. L'existence, ça n'a pas de sens, justement, chez Jean-Paul Sartre. Hein. Donc l'existence, c'est ce qui est ouvert, ce sont toutes les possibilités qu'on a devant nous, en fait. Hein. Il est obsédé par la mort, en fait. Quand vous pensez à votre mort, vous pouvez plus tricher. Donc la vie est une série de choix. Hein. Donc faut s'engager, c'est ce qu'il disait. Hein. Donc on peut se tromper, mais alors les choix que je fais, c'est ce qui constitue mon identité. Ça, c'est Jean-Paul Sartre. C'est pas ce qu'on prend en cours, de toute façon. Mais bon, les choix que je fais, c'est ce qui constitue mon identité. Et je me crée un passé. Quand je fais des choix, maintenant, je ne peux pas les renier après. Enfin, je vais les renier. Ils seront toujours là, bien entendu. Si je les renie, c'est une mauvaise foi. C'est sûr, d'accord. Bon, donc, c'est ce qui veut dire par l'existence précède l'essence. Ça veut dire qu'avant de créer du sens, il faut d'abord vivre, faire des choix. Et les choix, c'est pas facile parce qu'il dit qu'on est jeté dans une situation qu'on n'a pas choisie. Vous n'avez pas choisi de naître. Non, bref. Vous n'avez pas choisi des problèmes qui vous arrivent tous les jours. Non plus. D'accord, bien. Bon, mais donc notre identité, si vous voulez, c'est en fait le résultat de tas de choses qu'on n'a pas choisies. Bien sûr, il y a des hasards, il y a tout ça. Donc, notre essence, notre identité, c'est le résultat de notre existence. Avec tous les hasards, etc. D'accord. Bon, alors, on oublie ça? Je transforme. La métonymie précède la métaphore. Le travail qu'on fera pour la semaine prochaine, ce sera, je vous donne un texte, hein. Donc de trouver les métaphores, et deuxièmement, ça c'est facile, hein, d'accord. Et deuxièmement, de trouver les métonymies qui sont derrière les métaphores, qui ont permis de produire la métaphore. Ça c'est plus intéressant. Petite histoire, c'est un petit détail pour que ça intéresse, si vous intéressez à Paul Demant, justement. Oui, il est devenu un des théoriciens littéraires les plus connus, les plus à la mode. Il était à Yale, en fait. Et il a rencontré Jacques Derrida, qui était un intellectuel français, je ne sais pas si vous connaissez, donc il est devenu un des grands disciples de Derrida, etc. Donc, Derrida, c'est quelqu'un qui déconstruit, qui est très critique, en fait.
Il avait beaucoup de choses avec construit à Paul de Mans, en fait. Hein, d'accord. Il est parti, donc, il était aux États-Unis en 45, je pense, en fait, à peu près. Hein. Donc, il a laissé sa femme en Belgique. Puis il s'est remarié aux États-Unis sans avoir divorcé. Non, c'est un détail. Il est parti avec l'argent aussi, enfin, c'est un détail aussi. Donc, non, on a découvert ça après sa mort, en fait. Hein. Parce que, non, je veux dire, Paul de Mans, ça a longtemps été l'exemple, je veux dire, le dieu vivant de la critique littéraire aux États-Unis, en fait. Ensuite, on a également découvert que pendant la guerre, il était journaliste en Belgique. Vous imaginez? Journaliste en Belgique. Et il écrivait des articles du genre le juif, c'est la maladie. Le juif, c'est la pourriture. Etc. Bon, ça, il l'a oublié par la suite. Vous imaginez, aux États-Unis, ça serait pas très bien passé, de toute façon. Donc, mais ce sont des métaphores. Hein. Le juif, c'est la maladie. Le juif, c'est la pourriture. Alors, c'est comme si par la suite, il avait commencé à se critiquer. J'ai commencé ma vie en étant prisonnier de métaphores. Et les métaphores, elles ont des implications. Vous imaginez écrire dans un journal en 1943, en Belgique, le juif c'est ceci, ça a des implications réelles de toute façon. Donc, hein, il a commencé à se poser des questions, vous voyez. Donc, hein, c'est ce genre de questions que je voudrais qu'on se pose. Hein. D'accord, bien. Ça va, vous avez suivi? Bon, ok, alors travaille pas seulement. Ah, pardon, excusez-moi. C'est le téléphone, ne vous inquiétez pas, c'est pas une alerte. Bon, ça, c'est à lire, c'est de la documentation. C'est ce que je viens de dire en résumé. Alors, pour la semaine prochaine, alors, je vous donne un extrait d'un roman. C'est pas long, hein. Ok, bon. Et encore, on lit que la partie du milieu. Hein. Il y a quelqu'un qui a souligné, j'ai poussé le truc de la BU. D'accord? C'est pas moi qui ai souligné. Et c'est ça l'exemple que je fais. Donc si j'ai bien compris, notre cours sera en français. En master recherche, on fait toujours en français, oui. On peut faire en anglais si vous voulez. D'accord. Le but, c'est que vous n'avez rien à prouver en langue, c'est pas un cours de langue. Alors, oui, un extrait d'un roman donc de Stephen Crane, je vous donne ça, qui est très connu, hein, The Red Bag of Carriage, vous connaissez? Peut-être. D'accord, bon, je vous résous le problème. On a parlé avec... Hein non, merde. Monsieur Philippe. Filicelli. D'accord, ok. Bon, alors bref, sauf erreur, j'ai pas apporté mes notes. Je crois que c'est 1896. C'est vaguement censé être la guerre de sécession, c'est-à-dire 30 ans avant, que Stephen Crane n'avait de toute façon pas vécu. Bon, c'est pas très important. C'est une guerre. De toute façon, c'est pas important parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans la tête du bonhomme. D'accord? C'est les métaphores et les métonymies dans la tête du bonhomme, vous avez compris. Bien, voilà. Alors, je vous résume brièvement. Ça parle d'un jeune homme anonyme. On apprendra son nom plus tard, en fait, à la fin du roman. Comme si le nom n'était pas important. Non, c'est un problème d'identité. Donc le nom, ça vous donne quand même déjà une certaine identité. Bon, ça vous situe socialement, le nom de votre père, etc. Bon, là, il a vraiment pas de nom. Bon. C'est comme si ce jeune était déjà une question. Bon. Alors, il vient d'une petite ferme tout au nord des États-Unis, en fait, très loin, en fait, de toute façon. Je crois qu'il est orphelin, il vit avec sa mère, orphelin de père, en fait. Donc il vit à la ferme avec sa mère. Et il lit les journaux. Je crois qu'on lit les journaux. Et on parle de la guerre. C'est le début, bien entendu. Alors vous savez comment on parle de guerre dans les journaux, hein, c'est toujours, surtout au début des guerres, en termes héroïques, hein, des guerriers, des héros, c'est comment, à l'époque ils avaient de la culture en fait, hein. C'est comme chez Homère, vous voyez, l'Iliade, l'Odyssée, etc. Donc ça c'est beaucoup. Bah, c'est comme aujourd'hui, c'est apparemment il y en a qui partent en Syrie, vers le Tchad, en fait, hein. Bon, il y en a un qui avait 14 ans, je crois qu'il est retrouvé en Turquie, là. Bon, c'est un peu la même chose, hein, d'accord. Donc, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il s'engage dans l'armée. Bref, sa maman est toute triste, vous imaginez. Hein. Bah, ok, bon, t'as pas honte de m'abandonner. Bon, mais lui, il a 20 ans, il veut voyager, puis
La guerre, c'est l'aventure. Et puis il a lu ce qu'il a lu dans les journaux, bien entendu, en fait. Bon, alors, c'est loin le sud. Hein. Il disait ça à qui à l'époque, hein. Bon, bref, il arrive, et c'est l'hiver. Alors l'hiver, on se bat pas. C'est trop froid, de toute façon. Bon, bref, alors donc ils bivouac, ils campent, il y a une rivière en fait, hein. Donc l'ennemi de l'autre côté. Donc ils sont d'un côté de la rivière, il pleut tout le temps, il y a de la boue, hein, d'accord, bon. Et de l'autre côté, il y a l'ennemi, voilà. L'ennemi étant les sudistes. Bon, et qu'est-ce qu'il fait pendant tout cet hiver? Quand on fait rien, qu'est-ce qu'on fait? Le cerveau il fonctionne, hein. On se pose des questions. Bref, il s'en pose des questions du genre, il essaie d'imaginer la bataille. Il sait qu'il va y avoir une bataille, hein, évidemment. Hein. Alors, dès que le printemps va arriver, grande question. Est-ce que je vais avoir peur? Et le problème, c'est que si la bataille avait eu le premier jour, il ne serait pas posé sur la question. Mais là, il y a 3 mois pour ressasser ça dans sa tête. Il commence à avoir peur, les gens, effectivement. Donc, bref. Non, et puis, arrive le printemps, il traverse la rivière, et puis, l'ennemi en face, et l'ennemi charge. Donc, c'est le début du passage. Hein. Alors, c'est intéressant parce que le jeune homme ne voit rien. Il voit rien parce que, c'est le champ de bataille, il y a du brouillard, de la fumée, les canons, les coups de feu. Il ne voit absolument rien. Il sait qu'il y a l'ennemi devant, il sait que l'ennemi charge, et lui, à son fusil, il tire. Donc, on est entièrement dans sa tête. Ça va? Bien. Alors, dans sa tête, il y a des métaphores et des métonymies. Où est-ce qu'il y a le texte? Oui. On va commencer... tenez, juste en bas de la page 24. Bon, allez, en gros, c'est la page 25 qui m'intéresse, la page de droite. Ça vous ennuie pas, on commence les 3 dernières lignes. Là, c'est moi qui ai fait un petit signe, un crochet. Bon, vous n'avez qu'une page à lire, ok? Je suis gentil? Bien. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, relever pour la semaine prochaine, d'une part, un petit tableau, 2 colonnes, les métaphores, d'autre part, les métonymies. D'accord? Et deuxièmement, s'il vous plaît, trouver les métonymies derrière les métaphores. Surtout la deuxième partie qui m'intéresse, trouver les métaphores, c'est simple. Bien sûr. Hein. On va donc commencer avec ça. Ce sera notre première approche. Hein. Je vous signale également que le cours est cumulatif, c'est-à-dire qu'on a besoin de la première leçon pour la deuxième, la deuxième pour la troisième, etc. C'est comme quand on construit une maison, bien sûr. C'est pour ça que j'ai commencé avec des figures de rhétorique. C'est clair? Oui, je compte sur vous. D'accord, bon, c'est pas un gros travail, c'est raisonnable, d'accord. Il y a 5-6 métaphores et 5-6 métonymies. Bien, je vous remercie.